la féminisation de la société française a correspondu comme par hasard à l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste, qui étaient des sociotraîtres. Et en fait, pour cacher leur trahison totale, on va dire, du programme commun, on fait glisser du social au sociétal pour faire croire qu'ils étaient de gauche, alors que sur la question du rapport capital-travail, ils étaient devenus de droite. Ça s'appelle le virage néolibéral de la gauche au pouvoir. Donc vous voyez que ce qui valide mon analyse, c'est aussi que ça s'est passé exactement quand ça devait se passer et que c'est totalement fonctionnel. Ce n'est pas un hasard si à un moment donné, les socialistes se sont mis à parler des gays, des minorités, des femmes, et on verra d'ailleurs que les catégories de dépolitisation du politique, c'est toujours les mêmes. C'est le jeune, effectivement, qui ne comprend pas les rapports de production puisqu'il est dans un rapport affectif, lui aussi confond le patron et le père. C'est le jeune, la femme, qui est dans la même réduction. Et puis après, effectivement, on introduit le gay, qui est la grosse poussée à un moment donné, qui est la psychologisation des rapports intramasculins, justement pour casser les rapports de production. C'est ma fameuse phrase à l'époque, je disais, se faire enculer est une activité de loisir, c'est pas une activité productive, c'est pas ce qui détermine l'être social. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est la journée de la visibilité lesbienne, donc bonjour, me voici, Charlie, non-binaire, visible et lesbienne. C'est moi, et oui. Car oui, on peut être lesbienne, mais ne pas être une femme. En 2026, ça fait 90 ans, et ça... Alors attendez, on va le refaire, ils n'étaient pas prêts. Merci à toi. Nous sommes en 2026 et ça suffit. Salut à toutes, salut à tous, je m'appelle Éléonore, je suis très angoissé. Moi personnellement je suis une meuf trans, je suis ex-toxico, toujours un peu quand même, et avant je faisais des performances. Aujourd'hui je suis devant vous, j'ai entamé la fin de ma drogue entre guillemets depuis 1 an et quelques. Oui, parce que même si on nous dit qu'on a l'égalité sur le papier, en fait dans les faits elle n'y est pas. Vous voulez plus de droits? On veut du respect surtout. Voilà. Ah, parce que vous n'avez pas le respect? Pas forcément, non, puisqu'on est quand même tués, agressés et violés juste parce qu'on est des femmes, donc oui, non. Est-ce que vous ne pensez pas que par exemple les agresseurs, etc., tous ceux qui commettent ces crimes-là, ce sont des personnes qui, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'affiches qui disent de ne pas le faire, etc., beaucoup de revendications, ils le font quand même. Donc est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à leur dire de ne pas le faire, ou simplement qu'il faut considérer qu'ils ne comprennent pas les choses comme nous, et donc qu'il faut prendre des mesures pour faire en sorte que ça se termine concrètement? Parce qu'en soi, un violeur, il sait très bien que c'est pas bien de violer au final. Oui. Un agresseur, il sait très bien que c'est pas bien d'agresser. Je suis pas sûre. C'est pourquoi là le micro-trottoir? Golden Boy YouTube. Genre un violeur, il sait que c'est pas bien de violer, mais bien il sûr. le fait quand même. Bah oui. Ah oui. Ah oui, ouais, je pense. okay. Parce que vous pensez que le violeur, il dit ah, c'est super bien. Bah non, il sait que c'est pas bien, mais il le fait quand même. Je pense que surtout, il y a plein de situations dans lesquelles les hommes se permettent des choses et ils savent même pas qu'ils agressent et ils savent même pas qu'ils violent. Ma question, c'est quelles mesures vous aimeriez prendre au final pour ça? Après, moi je suis pas dans la justice punitive, moi je suis plus dans la justice réhabilitative. Je pense pas que ça sert à quelque chose d'emprisonner les gens à chaque fois parce que c'est pas comme ça. Imaginons ta copine se fait agresser ou voire pire. Ouais. Il faudrait que la personne qui lui fait ça, il se passe quoi du coup? On la réhabilite? Pour moi la réhabiliter, lui faire un suivi psychologique et psychiatrique. Tu t'es trompé de maillot après la qualif en finale du PSG. Bonjour à tous, c'est Yann Arthus Bertrand. Voilà comment je découvre mon exposition sur la place de la Concorde, sur le vivre ensemble ce matin. Manifestement, les supporters du PSG ont adoré l'exposition. Donc je lance un appel à tous les gens qui aiment le foot, tous les gens qui pensent que vivre ensemble c'est important, tous les gens qui aiment la photographie, tous les gens qui ont aimé cette exposition,
de donner un petit coup de main ce matin, parce que c'est un peu compliqué à remonter, afin que l'exposition soit remise en état. Les photos seront un petit peu abîmées, mais le sens restera. Voilà, si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, vous êtes le bienvenu. Place de la Concorde, on est là, on vous attend. Et on va continuer l'exposition et continuer à croire au vivre ensemble, plus que jamais. Je vous embrasse tous, je vous aime. Et je vous attends, si vous avez envie de venir. Voilà. Merci. C'est triste, mais en même temps, on vient de lancer un appel pour nous aider à réparer l'exposition, à remonter l'exposition. On a reçu des milliers d'appels, des gens qui vont venir, donc c'est génial. Vivre ensemble, en fin de compte, c'est presque le plus beau cadeau que m'ont fait ces gens pour montrer que vivre ensemble, ça existe, tout simplement. Non, c'est pas très grave. On prend des risques quand on expose dehors, on le voit, mais bon, c'est pas si grave que ça. On va remettre tout ça à l'aplomb. Si on n'est que des photos, ça va être réparé. L'expo sera remise en état. Les photos peut-être un petit peu gondolées, un peu abîmées, mais on pourra voir les images et surtout le sens de l'exposition, elle va rester là. On a fait une exposition sur le vivre ensemble et je continue à croire au vivre ensemble. Moi, le vivre ensemble, je n'y crois plus. Ah, vous avez tort. Vous n'avez pas le choix. Vous vivez où? Vous voulez aller vivre avec ces jeunes gens-là qui vont rentrer chez vous, etc. Mais allez-y, hein. Allez-y. Si vous voulez vivre ensemble, allez-y, vraiment. Parce qu'en fait, tout le monde choisit son quartier en fonction de ses revenus, bien souvent, et puis met ses enfants à l'école là où il peut, parce que le vivre ensemble, il est impossible. Et en fait, ce qui nous différencie tous les deux, c'est qu'il y a une lucidité, la mienne, et puis il y a autrement monsieur Arthus Bertrand qui dit « J'y crois de plus en plus au vivre ensemble, plus que jamais ». Lui, il s'est fait massacrer son exposition. C'est ça qui est formidable. D'ailleurs, on est presque dans le masochisme. Il se fait massacrer son exposition. Il se dit « Vivre ensemble, plus que jamais ». Je vais répéter à nouveau que ce n'est pas 300 individus abrutis qui vont mettre en cause la civilisation française de 67 millions d'habitants. Peut-être pas 300 abrutis hier soir, oui. Mais je pense que multiplier ça par les quartiers perdus de la République, ça fait beaucoup plus de gens. Multipliez ça par le désastre de l'école et vous verrez qu'on atteint des millions. C'est-à-dire que ce pays est en train de sombrer, M. Vallini. Et vous le savez aussi bien que moi, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Moi, Alban de Kondratsky, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu est le saint patron massiste. Hop! Aïe! Hellebardiest! Wo toestand? Wo toestand? Schwör! Ich, Hellebard Jemmenecker, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten. Zwar mit Gott und unserer heiligen Patrone helfen.